Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, tes légions remplies de vaillance, pour relever ta dignité. Tes fichères aux côtes d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers citoyens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera de l'espérance, promise à l'humanité, enfants unis dans la fraternité, la patrie de la paix fraternité. La patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe Éclaireur Pro Vérité. Bienvenue en ce 12 janvier 2026 sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité, le lieu par excellence où nous cherchons à nous éduquer à travers la vérité sans chercher à vaincre qui que ce soit. Aujourd'hui, nous aurons 5 sujets. Le 5e sujet, on va parler de Jean-François Kouassi et expliquer certaines raisons de son incarcération ou bien de sa détention. Dans le 4e sujet, Augustin Thiam, député RHDP, a décidé d'abandonner son poste de député. On va vous expliquer pourquoi. Dans le 3e sujet, qui est un document de enquête média et qui est confirmé par Kwasi.com, vous vous souvenez de M. Yaya Meïté, qui avait été temporairement enlevé à son poste, et après, il avait reçu un nouveau poste, et depuis le 9 janvier, on vient de voir un document dans lequel, où il est complètement renvoyé de la Sotra, pour être plus précis. Et donc, on va vous lire le document pour que les uns et les autres puissent savoir de quoi est-ce qu'il est question. Dans le 2e sujet, ce qu'on vous avait prévu depuis des mois, le CAPCI, la coalition pour l'alternance qui s'était mise en place pour lutter contre le pouvoir du RHDP, on vous avait dit avec beaucoup de détails que c'était une coalition sans lendemain et sans avenir. Et donc depuis le 6 janvier 2026, Simone vient de dire qu'elle n'est plus dans cette coalition-là. Pour nous autres, c'était quelque chose de prévisible. On attendait que de voir les choses se dérouler. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce n'est que la suite logique. Et le premier sujet qui est tiré du journal Le 360 Afrique avec AFP, on va vous parler de l'escroquerie et des conséquences que cela peut provoquer. Un marabout qui avait promis la victoire du Mali à la Coupe des Nations africaines, arrêté pour escroquerie. Au Mali, là, il y a un marabout là. Lui, il est venu mentir aux gens que le Mali va gagner la CAN. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un homme se présentant comme un marabout sur les réseaux sociaux et qui avait promis la victoire du Mali à la Coupe d'Afrique des Nations a été arrêté ce week-end pour escroquerie après avoir récolté 22 millions de francs CFA, a appris l'AFP de sources locales. Donc, il y a une agence d'information qu'on appelle l'AFP.
Ça veut dire une association. Eux là, c'est Information et Cherche. On les appelle AFP. C'est eux qui nous racontent cette histoire. Ils disent, il y a un Malien là. On ne sait pas où il est quitté. Un coup comme ça, il se présente comme étant un marabout. Et puis, lui, il est fort d'en voir une victoire du Mali. C'est dans ça il est resté. Les gens l'ont connu sur les réseaux sociaux. Donc, partout où il passe, il escroquait les gens. Et puis, il disait que coupe ça là, qu'on est en train de jouer au Maroc là, que c'est le Mali qui va remporter. Donc, comme il y a des gens qui sont suffisamment naïfs, ils ont cru, ils lui ont donné assez d'argent. Ils lui ont donné l'argent jusqu'à 22 millions de francs CFA. Mais comme le mensonge n'a pas la vie longue, les faits étant ce qu'ils sont, on n'a pas entendu longtemps pour voir que ce monsieur était un escroc. Et donc, entre le samedi et le dimanche, il s'est fait arrêter. Et quand il s'est fait arrêter, l'accusation qui est portée sur sa tête, on dit c'est un escroc. En échange de donations, cet homme présenté sous le seul nom de Sinayogo avait promis la victoire des Aigles à la CAN. Mais la sélection malienne a été éliminée le vendredi en quart de finale de la compétition par le Sénégal, 1-0 en faveur du Sénégal. L'homme avait récolté plus de 22 millions de francs CFA selon l'un de ses collaborateurs. Et donc, avant le match Sénégal contre Mali, l'escroc qui s'est fait appeler Sinayogo, il a des collaborateurs. C'est quand ils l'ont attrapé, c'est là que son collaborateur est venu dire que l'argent qu'ils avaient eu là, que c'était 22 millions. Ils ont menti aux gens, aux Maliens, que le Mali va battre le Sénégal. Mais malheur pour eux, ça a été le contraire. À la suite de la défaite, la foule en colère s'est rendue au domicile de Sinayogo avant que la police n'intervienne et ne l'exfiltre. Mais coup de chance pour lui, quand le Mali a perdu face au Sénégal, les gens très énervés se sont rendus à son domicile. Mais Dieu merci pour lui, les policiers ont pu intervenir vite et ils l'ont pris de son domicile pour aller le mettre en lieu sûr. Sinon, peut-être que les gens auraient fini avec lui. Le marabout Sinayogo a été arrêté le samedi pour escroquerie et placé en détention à la brigade de lutte contre la cybercriminalité selon 2 vidéastes qui travaillaient pour le marabout et qui lui ont rendu visite. Donc, il était tellement fort dans son escroquerie qu'il y avait des vidéastes, ça veut dire ceux qui sont sur Internet pour gueuler là. Il y avait 2 mêmes qui travaillaient pour lui. Quand finalement il a été arrêté le samedi, il a été mis en prison et il attend son jugement. On dit qu'il a fait escroquerie, cybercriminalité. Maintenant, ces 2 vidéastes qui étaient à son service là, c'est eux qui sont allés lui rendre visite en prison là-bas. Le charlatanisme est puni par la loi au Mali, a dit à l'AFP un responsable des services de lutte contre la cybercriminalité. Mais l'interpeller, tant que la sélection était en lice, aurait été difficile. Dans la faveur de la CAN, a-t-il poursuivi. Comme lui l'avait trouvé, le mensonge, l'escroquerie, comme un métier, maintenant que le Mali a perdu, les gens lui rappellent que c'était du charlatanisme qu'il faisait. Ça veut dire de la sorcellerie de bas étage, pour mentir aux gens, et que cela est puni par la loi au Mali. Et donc aujourd'hui, il sera en face de ses crimes. Cet homme initialement connu pour être un activiste politique s'est proclamé marabout du jour au lendemain et a fait fortune à expliquer un créateur de contenu sur les réseaux sociaux qui lui est proche. Et donc, il y a quelqu'un qui le connaît très bien. Ils étaient tous des cyberactivistes au Mali là-bas ensemble. Il dit, mais eux n'ont rien compris. Un coup comme ça, il s'est réveillé, il est devenu marabout sur Internet. Et qu'il a eu beaucoup d'argent dans ça.
Mais beaucoup d'argent qu'il a eu là, la fin, c'est la prison aujourd'hui. C'est ceux qui l'aidaient et c'est ceux qui l'encourageaient là. C'est eux qui sont en train de le tuer actuellement. Donc ceux qui veulent avoir la vie longue, saine et sauve, ne vous adonnez pas aux mauvaises pratiques. Évitez de tromper les foules parce qu'une fois que votre forfaiture est découverte, vous risquez d'en payer les conséquences. Sujet numéro 2. Le mouvement des générations capables, dirigé par Simone et Yves Gbagbo, annonce son retrait définitif de la plateforme initiée par Tidjane Thiam. C'est-à-dire la CAP-CI. La décision est formalisée dans une lettre datée du 6 janvier 2026, adressée à Tidjane Thiam en sa qualité de coordinateur de la CAP-CI. Simone Gbagbo explique et donne les raisons de son retrait. Cela est lié à des désaccords profonds sur les orientations stratégiques prises par la coalition après l'élection présidentielle de 2025. Chers parents, ça étonne qui ici? Sauf quelqu'un qui veut être étonné. Sinon, nous, on savait ça, on vous a dit ça il y a longtemps. Donc, pour tous les bons élèves de la classe, personne n'est surpris. Donc, Simone Gbagbo dit que le mouvement politique qui a été créé là, c'est aujourd'hui, on nous dit que c'est Tidjane Thiam qui avait initié ça. Quand le temps vient là, la vérité sort. De toutes les façons, elle a écrit une lettre le 6 janvier 2026 à Tidjane Thiam. Elle dit ton mouvement que tu avais mis en place là, et puis tu t'es caché, et puis tu nous as mis devant là. Elle dit, ah, vraiment, nous on est fatigués. Oh. Ton affaire là, ça n'a pas marché. Oh. Et puis en plus encore, depuis que les élections à la présidentielle sont finies là, depuis les élections du 25 octobre 2025 là, rien n'a marché. Hein. Donc on fait comment? Donc c'est mieux, nous on va te laisser dans ton affaire. Ça là, c'est comme un bateau sans gouvernail. C'est comme un bagage sans volant. Ton mouvement CAP-CI là, on te laisse avec ça, toi seul. Si tu veux, faut rentrer en brousse. Parce qu'actuellement là, quand nous on regarde là, nous on sait pas où tu t'en vas. On peut pas être dans une coalition et puis on n'est pas d'accord. Elle dit il y a trop de désaccords profonds. Il y a trop de choses sur lesquelles ils ne s'entendent pas. Mais en plus de cela encore, ils savent même pas où ce mouvement-là va les conduire. Donc à cause de ça, elle, avec son groupe, sont quittés dedans. Sujet numéro 3. Côte d'Ivoire. Sotra. Yaya Meïté. Finalement licencié de la direction pour abandon de poste. En tout cas, au vu de la lettre qui est là, c'est une question que nous posons. Mais quand nous lisons la lettre, tout porte à croire que Yaya Meïté a été finalement licencié de la Sotra. Et pourquoi? Dans une lettre que nous avons pu observer sur Enquête Média, et le contenu a été confirmé par Kwasi.com, voici ce que la lettre en question nous dit. N barre référence 2 points CIN-007 barre KSP barre DRH barre APE barre 26. Sotra. Abidjan, le 9 janvier 2026. Le directeur général a M. Yaya Meïté. Je vous ai donné les références de la lettre, le nom de la société, la date. On dit ici, le directeur général de la Sotra dit à M. Yaya Meïté. Directeur conseiller à la direction générale en charge des questions financières. Le dernier poste que Yaya Meïté occupait, et il a été nommé récemment à ce poste, c'est directeur conseiller à la direction générale en charge des questions financières. Yaya Meïté a été embauché le 3 septembre 2012. Son numéro de la CNPS, c'est le 17 0010 23 62 75. Numéro CNPS de la Sotra, le 24 59. Objet, licenciement pour abandon de poste. Donc pourquoi cette lettre lui est adressée? Pourquoi le directeur de la Sotra écrit à Yaya Meïté cette lettre? C'est ça qu'on appelle objet,
licenciement pour abandon de poste. On dit, M. Yaya Meïté a été chassé de la Sotra parce que on lui a donné travail, mais il ne se présente pas physiquement pour faire le travail. Donc, il a abandonné le poste. Maintenant, voici le corps de la lettre. Ça veut dire les détails. Monsieur, en congé annuel du 1er décembre 2025 au 5 janvier 2026 inclus, vous avez repris le service le 6 janvier 2026, date à laquelle vous avez été nommé directeur conseiller à la direction générale en charge des questions financières. On est vous, Yaya Meïté. Vous avez demandé congé. Le congé là, ça commençait le 1er décembre 2025 pour finir le 5 janvier 2026. On vous a donné le congé. Vous êtes allé en congé. Et donc, normalement, vous devez reprendre le travail le 6 janvier 2026. Le 6 janvier 2026, à cette même date-là, vous avez eu un nouveau poste. Vous avez été nommé directeur conseiller à la direction générale en charge des questions financières. Par ailleurs, suite à votre nomination, il vous a été attribué à la même date du 6 janvier 2026, le bureau numéro 88, situé au bâtiment B du siège de la Sotra à Vridi, zone portuaire. Et comme vous avez eu une nouvelle nomination, on vous a donné un nouveau poste. Donc le même jour, on vous a donné le bureau numéro 88. Le bureau numéro 88 là, c'est situé au bâtiment B du siège de la Sotra. Le siège de la Sotra se trouve à Vridi, zone portuaire. Donc, on vous a nommé, on vous a donné congé, on vous a donné un nouveau poste, on vous a donné un nouveau bureau, le bureau numéro 88, au siège de la Sotra. Et il y a combien d'Ivoiriens qui ont cette chance? Contre toute attente, depuis le 7 janvier 2025 jusqu'à ce jour 9 janvier 2026, vous ne vous êtes plus présenté à votre poste de travail sans autorisation préalable ni explication à l'employeur, et nous avons dû en faire le constat par voie de commissaire de justice. Ils disent congé qu'on t'a donné, tu as fini ton temps de congé. On t'a donné nomination, on t'a donné bureau, on t'a donné tout, mais tu n'es plus en congé officiellement. La date de congé c'est fini. Tu as été nommé le 6, mais depuis le 7 jusqu'au 9 janvier, contre les règles et règlements de la Sotra, on ne t'a pas vu au travail. Tu t'es pas présenté. Tu n'as pas contacté quelqu'un. Tu n'as pas donné d'explication à ton patron, c'est-à-dire les employés de la Sotra. C'est là que eux ont appelé un huissier de justice. C'est maintenant le nouveau nom des huissiers de justice là, commissaire de justice. C'est la même chose. C'est comme ça on les appelle maintenant. C'est comme voleur. On dit détourneur de deniers. C'est la même chose. Ça veut dire voleur. Ça dépend. Quand tu es grand type, on dit tu as détourné denier. Ça veut dire on rend ça joli quoi. Mais quand c'est nous autres, on dit voleur. Mais c'est la même chose, c'est le même travail là. Ah, commissaire de justice là. Et puis huissier de justice là, c'est le même travail. Comme maintenant ils sont devenus forts dans leur travail, eux aussi ils ont changé leur nom. Mais c'est la même chose. Donc, quand on a vu tu as fait le 7 janvier, le 8 janvier, le 9 janvier, on t'a pas vu au travail, après plus d'un mois de vacances, et avec des nominations qui s'en sont suivies, alors là, tes employeurs ont pris un huissier de justice pour venir constater que tu as abandonné ton poste. Entendu en audition par le commissaire de justice, les 7, 8 et 9 janvier 2026, M. Sekou Sila, directeur du département développement des ressources humaines, lors de ses entretiens aux dates sur-indiquées, a déclaré: depuis sa nomination au poste de directeur à la direction générale en charge des questions financières le 6 janvier 2026, Yaya Meïté ne s'est pas présenté à son poste de travail. Il ne nous a indiqué aucune information
ni document pour justifier sa non-présence. Donc maintenant, quand l'huissier de justice est venu, il dit, bon, qui est le directeur du développement des ressources humaines? Qui est le chef des ressources humaines? Ça veut dire ceux qui s'occupent des employés, de leurs congés, de leur tout là. On dit, ah, le monsieur là, il s'appelle Sekou Sila. Il dit, ok, monsieur Sekou Sila, c'est l'huissier qui dit à Sekou Sila, viens. Quand Sekou Sila est venu là, il dit, où est Yaya Meïté? C'est là maintenant, monsieur le directeur du département de développement des ressources humaines de la Sotra, Sekou Sila répond à l'huissier. Il dit, Wallahi, depuis qu'il a été nommé le 6 janvier là, Wallahi, il n'est pas venu au travail. Wallahi, il n'a pas parlé avec quelqu'un. Wallahi, il n'a pas donné d'informations. Wallahi, il n'a pas donné de documents pour justifier pourquoi il n'est pas présent. On dit, toi, il faut te mettre à côté. L'huissier de justice a appelé M. Lawson Atta. Lui, il est le chef du département des ressources humaines. Pendant 3 jours, voici ce que M. Lawson Atta a répété. M. Atta Lawson, chef de département des ressources humaines, a durant 3 jours réitéré. Et voici ce que lui a dit. Je connais bien M. Yaya Meïté, directeur conseiller en charge des questions financières. Il n'est pas présent à son bureau. Aucune information sur sa non-présence n'a été portée à notre connaissance par ses soins ou de quelque manière que ce soit. Monsieur Lawson Atta, qui est le chef du département des ressources humaines, pendant les 3 jours, le 7, le 8 et le 9, chaque jour quand on lui a demandé où se trouve monsieur Yaya Meïté, il a eu la même réponse. Je connais bien monsieur Yaya Meïté, directeur conseiller en charge des questions financières. Il n'est pas présent à son bureau. Son bureau là, il n'est pas dedans. Bureau numéro 88 là, il n'est pas venu, il n'est pas dedans. On lui demande, bureau qui est situé au bâtiment B là, il dit, Vridi là, au siège là, zone comment on appelle portuaire là, il dit, on dit, il n'est pas là, il n'est pas là. Tu sais de qui on parle? C'est de qui on parle? Il a Meïté. Il fait quoi? Il est directeur conseiller en charge des questions financières. On dit, il est le directeur conseiller dans les questions d'argent. On dit, c'est lui. Il n'est pas là-bas. Il n'est pas dans son bureau. Il vous a informé qu'il ne sera pas là. Il vous a donné lui-même ou bien par quelques moyens des informations pour vous dire qu'il ne sera pas là. On dit, toi, on a compris, c'est bon, il faut partir. Ils ont appelé maintenant une 3e personne, Madame Fatoumata Doumbia, ou Doumbia Fatoumata. Votre secrétaire de direction a, durant les 3 jours de constatation, déclaré: je connais M. Yaya Meïté. Depuis le 6 janvier 2025, je suis sa secrétaire de direction. Il n'est pas présent à son bureau. Ils ont appelé Madame Doumbia Fatoumata. On dit, Fatou, elle dit, viens. Quand elle est venue, on dit, où est ton patron? Monsieur, mon patron, tu connais Yaya Meïté? Je le connais. Toi, tu joues qu'à travail, tu fais quel travail ici? Je suis secrétaire de direction de monsieur Yaya Meïté. Le 7, ils sont venus lui ont posé la question. Est-ce que tu connais Yaya Meïté? Elle dit, oui, je le connais. Est-ce qu'il est présent? Elle dit, depuis le 6 qu'elle a été nommée là. Je suis sa secrétaire de direction. Mais il n'a pas mis pied dans le bureau là. On lui a posé les mêmes questions le 7, le 8, le 9. Il a donné la même réponse. Elle a donné la même réponse. C'est là maintenant que l'huissier de justice, dans ses exploits des 7, 8 et 9 janvier, a pu constater.
Et donc, l'huissier de justice, après 3 jours, a décidé que M. Yaya Meïté n'est pas à son poste au bureau numéro 88, 6 au rez-de-chaussée du bâtiment B du siège social de la Sotra. Après 3 jours de pénitence, c'est là maintenant que l'huissier de justice a constaté les faits. Ça veut dire qu'il a mis ça sur papier. Que lui-même il était là. Il a contacté les agents et les collaborateurs et il était présent. Et tout ce qu'il a interrogé, après constatation, M. Yaya Meïté n'est pas présent à son bureau, le bureau numéro 88, situé au bâtiment B au rez-de-chaussée, au siège social de la Sotra. Il n'est pas là. Deuxième observation, Yaya Meïté n'est dans aucun des comportements du dit bâtiment ni du siège social de la Sotra. Ça veut dire VCO, magasin, bureau, on a fouillé partout. On ne l'a pas retrouvé quelque part dans là où il devait travailler. En tout état de cause, vous n'êtes pas sans savoir que, conformément aux procédures en vigueur dans l'entreprise, toute absence, quel qu'en soit le motif, est subordonnée à une autorisation préalable de l'employeur. Et quand vous absentez de la sorte, vous vous êtes mis en situation d'abandon de votre poste de travail. Et quand il a fini cette constatation, quand il a fini d'observer, de se rendre compte que M. Yaya Meïté n'est pas à son poste, il dit que lui-même il sait que les procédures, les règles de la Sotra, quelles que soient les raisons qui vont faire que tu ne seras pas présent, tu dois demander l'autorisation à ton patron, à ton employeur, à la société Sotra. Mais que M. Yaya Meïté, en s'absentant, sans respecter les règles de la Sotra et sans avoir demandé l'avis à un de ses employeurs ou bien à un de ses supérieurs, cela est constaté et donc cela est pris comme abandon de poste de travail. Ça veut dire, M. Yaya Meïté a décidé d'abandonner son poste de travail. Votre abandon de poste, constaté par commissaire de justice dont l'exploit est daté du 9 janvier 2026, constitue une faute lourde emportant la rupture de votre contrat de travail conformément à l'article 22 du règlement intérieur de la Sotra, au terme duquel est considéré comme faute lourde abandon de poste. Et donc, le contrat que M. Yaya Meïté avait signé avec la Sotra, quand eux regardent l'article 22 du règlement de la Sotra, c'est considéré comme abandon de poste. Et donc, c'est une faute lourde. Et cette faute est lourde à telle enseigne que c'est comme si il a lui-même gâté le contrat de travail qui était entre lui et puis la Sotra. Donc, c'est Yaya Meïté lui-même qui a rompu le contrat de travail selon l'article 22 de la Sotra. Aussi, par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute lourde. Donc, compte tenu de tout ce qu'on vous a expliqué, la compagnie Sotra écrit cette lettre pour dire à M. Yaya Meïté qu'il est renvoyé de la Sotra pour faute lourde, eu égard à l'impossibilité pour nous de vous notifier en personne la lettre, puisqu'on ne le retrouve pas quelque part. On a fouillé partout, dans les bureaux, dans les WC, dans les magasins. On ne sait pas où il est, il n'est pas venu aussi, il n'a pas parlé avec quelqu'un, on n'a rien compris, on ne sait pas où le trouver. Nous le ferons par voie de commissaire de justice, ainsi qu'à un délégué du personnel avec copie de l'inspecteur du travail, en application des dispositions de l'article 33, paragraphe 5 de la Convention collective interprofessionnelle. Comme on ne sait pas où le trouver, donc, ce qu'on va faire, l'huissier de justice là, va appeler, comme il y a les syndicats des travailleurs, les délégués des travailleurs là, on va appeler un délégué des travailleurs de la Sotra, avec une copie de l'inspecteur du travail, on va mettre tous ensemble, pour dire que voilà ce qui est là, pour respecter les dispositions de l'article 33, paragraphe 5 de la Convention collective interprofessionnelle, pour respecter le droit du travail en Côte d'Ivoire.
recevez, messieurs, nos salutations, nos meilleures salutations. Et donc, c'est cette lettre-là, il fallait qu'on la lise et qu'on vous explique. Maintenant, si vous avez des commentaires à faire, ça n'engage que chacun. Règlement de compte, tout ce que vous voudrez dire, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Nous sommes dans une phase de règlement de compte avec les candidats indépendants. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais si nous ne réglons pas les comptes avec ces personnes, c'est que nous sommes des indignes. Il a passé concours pour être là. Quand tu fais ce que tu aimes dans la vie, là, après ce que tu n'aimes pas, là, tu assumes. Même la lettre qu'on est en train de lire, là, c'est argument. Même sans ça, on peut le shit. Mais estimez-vous heureux que les gens aient fait cette lettre-là. Si moi j'étais la direction du RHDP, là, j'allais le radier automatiquement. Et si vous n'êtes pas content là, de la manière le RDS sorti du PDCI là, partez, quittez dans le RHDP, allez créer votre nouveau parti. C'est ce qu'on est en train de vous expliquer. C'est que tu as fait aux autres là. Quand on te fait là, tu ne dois pas te plaindre. Le RHDP là vient du PDCI. Donc là, nous on ne va pas se plaindre qu'il y a des gens qui sont quittés au sein du RHDP. Donc les candidats indépendants là, nous on le dit, on réitère. On ne va pas vous faire de cadeaux. On ne vous fera pas de cadeaux. Et ça apprend nous à laisser. Parce que nous là, nous privilégions l'intérêt du parti. On peut ne pas être d'accord. Nous-mêmes, il y a beaucoup de questions sur lesquelles on n'est pas d'accord. Mais il faut savoir privilégier l'intérêt du parti. Il faut savoir privilégier l'intérêt du pays. Il faut savoir lire les enjeux. Mais quand on met les ambitions personnelles au-dessus des ambitions collectives, chacun est libre de son ambition. Et donc, bon voyage à chacun. Le RHDP, là, c'est pas une prison, c'est pas une secte. Celui qui n'est pas content, il peut quitter. Celui qui trouve que ses intérêts ne sont plus représentés dans le RHDP, là, il peut prendre congé. On ne va pas demander pardon à quelqu'un. Aïe, chaque jour, là, des nouveaux viennent. Donc, c'est normal que chaque jour, des nouveaux aussi puissent partir. C'est ce langage de vérité que le RHDP ne tient pas, là. C'est ce qui fait qu'on arrive à ce genre de trucs, là. Ces élections qui se sont passées, là, il y a eu 1740 candidats. Sur les 1740 candidats, là, le RHDP a présenté 255 candidats. Le PDC a présenté 133 candidats. Quand tu fais la somme, 255 plus 133, là, ça te fait 388. Quand tu multiplies ça par 2, ça vaut même pas 600. Mais prenons le nombre de 600. Donc sur les 1740 candidats, là, quand tu enlèves 600, là, tu te retrouves à 1100 candidats. Les 1100 candidats, le FPI, PPAC a menti qu'ils n'ont pas de candidats, c'est faux. Supposons que la moitié des 1100, là, c'est eux. Et puis ajoutons 100 dessus. Ça n'a qu'à être pour la 1100. Ça veut dire toute l'opposition, là. Eux seuls, ils ont présenté sur les 1100, là. Ils ont présenté 600. Maintenant, les 500, là, où sont quittés ouf? Or, on n'a que 255 postes. Mais, pour ne pas faire dans l'excès encore là, les 500 là, divisons encore par 2. Prenons 250. Maintenant, dans les 250 là, divisons encore par 2. Prenons 125. 625 au minimum, hein, 625 ou même 150 députés avaient pu gagner. Et ceux-là, ce sont des gens du RHDP là. On n'allait pas avoir cette majorité. Et ça allait créer tous les problèmes au président Ouattara. Et donc, voilà l'intention de ces candidats. Ils se sont présentés en masse. Avec l'intention que s'ils gagnent en masse, ils vont tenir un rapport de force au parti pour dire, ah, de toutes les façons, là, vous n'avez pas la majorité. Hein. Donc, Alassane Ouattara, tu vas avaler ton caca. Et tu seras obligé de nous accepter. C'est ce défi-là que vous avez lancé, non? C'est ce défi-là que vous avez lancé. C'est pourquoi des gens comme moi, nuit et jour, on a milité pour convaincre nos parents de voter les candidats indépendants. Nous, on ne va pas manger notre caca. Hein? Et donc là, ceux qui sont là pour tourner avec vous, là,
Ce que chacun a commencé là, chacun n'a qu'à être cohérent, chacun n'a qu'à rester dedans. Parce que quelqu'un ne peut pas aller signer une fiche de bonne conduite. Quelqu'un ne peut pas lui-même révoquer sa propre parole et venir nous dire que non, c'est comme ci, mais c'est comme ça. Gbagbo ne respectait pas ses signatures. C'est ce qui l'a rendu infréquentable. Aujourd'hui, vous partez signer des fiches, vos propres signatures, votre propre parole d'honneur, vous les violez. Que non, c'est comme ci, c'est comme ça. Non, on ne vous a pas dit que le RHDP est parfait. Il y a qui critique le RHDP plus que nous? C'est nous-mêmes, on s'est levé, nous, moi et puis mon groupe, pour aller dire que le RHDP fonctionne mal. Et après constatation, ça a été le cas. Et c'est ça qui a envoyé la restructuration du parti. Mais, contrairement à vous, nous, notre intention là, c'est que l'intérêt du groupe soit maintenu. Sinon, on aurait pu se taire. Mais quand il s'agit de vos intérêts personnels, vous, non seulement vous ne respectez pas vos signatures, vous ne respectez pas votre parole d'honneur, vous ne respectez pas les intérêts du parti, vous vous engagez en faveur de vos intérêts personnels. On ne va pas vous empêcher d'aller vers vos intérêts personnels. Mais à partir du moment où vous atteignez surtout vos objectifs, comme c'est le cas de Yaya Meïté, mais tant mieux. Mais qu'ils s'assument un nouveau destin et qu'ils partent. Un de perdu, 10 de gagné. Où on a perdu? Ah mais, il y a des gens derrière lui. Hey, partez tous, créez un nouveau parti politique. Tous ceux qui sont derrière lui là, allez créer un nouveau parti politique. Le langage, il est clair et il est cohérent. On ne vous a pas empêché d'être candidat indépendant. On ne vous a pas empêché d'aller contre le parti. Mais maintenant, on vous demande d'assumer les conséquences. Soyez digne et soyez cohérent. Assumez les conséquences. Donc, il n'y a pas beaucoup parlé. Il n'y a qu'à s'assumer. Et il n'y a qu'à être cohérent vis-à-vis de soi-même. C'est la seule chose qu'on vous demande. Et le RHDP se porte bien. Nous vous avons démontré que nous sommes une machine politique. On n'a pas besoin de vous. Mais on va prendre les candidats indépendants. Les vrais candidats indépendants là. Qui n'ont pas signé la fiche là. Et puis qui ne sont même pas du RHDP là. S'ils disent qu'ils veulent venir, on va les ajouter à nous. Mais vous les traites. Vous, les gourmands. Vous, les gens qui n'ont que la pensée du jour présent, mais qui ne pensent pas à l'intérêt collectif, vous n'êtes d'aucune utilité et on n'a pas besoin de vous. Et c'est qu'on vous dit là, si vous entendez bien, là, soyez cohérents et dites-vous, je vais suivre la voie que je veux. De toute façon, tu es renvoyé à la Sotra, mais tu gagnes plus de 3 500 000. Alors, qu'est-ce que tu as perdu? Peut-être même tu gagnes mieux. Et donc, ça fait mal à qui? Ça fait mal à personne. Et donc là, mais assume. Assume. Avant toi, il y a un monsieur qui a été aussi sanctionné. On lui a demandé d'apporter tous les gadgets du parti. Donc, tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Et sur cette question-là, le parti ne doit pas reculer. Parce que si le parti recule, c'est fini. C'est la porte ouverte à la chiennerie. C'est la porte ouverte au désastre. Et moi, je reste ferme dans ma posture. Nous ne voulons pas des candidats indépendants qui ont signé la fiche. Parce que des gens qui ne respectent pas leur propre parole d'honneur ne peuvent que être devenus des futurs traîtres dans le parti. Et c'est la culture de la mauvaise manière qu'on est en train de donner si on leur pardonne cette fois-ci. Surtout qu'on n'a même pas besoin d'eux. La réalité est là aujourd'hui. Et donc là, il faut qu'on puisse prendre les décisions les plus fermes. Sujet numéro 4. Augustin Thiam, député RHDP, décide d'abandonner son poste. Les gens vont dire, mais il y a quoi encore? Augustin Thiam, là, c'est le grand frère de Chaka Dia. Quand on allait aux élections, là, le 27 décembre 2025, là, lui, et puis sa suppléante, Dibi Afo Thérèse, ils ont gagné au nom du RHDP. Ils ont gagné à Yamoussoukro-Ville. Ils ont gagné. Maintenant qu'ils ont gagné là, le 10 janvier 2026, il y avait une cérémonie à Yamoussoukro. Augustin Thiam, quand on lui a donné la parole là, il dit, lui, en tant que chef traditionnel, son rôle de chef traditionnel là, ne peut pas être compatible avec le rôle de député. Puisque c'est un rôle d'élu que dans leur tradition là, Baoulé là, ça peut pas aller. C'est ce que lui-même l'a dit, hein. C'est pas quelqu'un qui l'a obligé. Il dit donc, pour ne pas créer des problèmes, ou même créer des confusions de rôle,
entre son rôle de chef traditionnel, il sera donc obligé de donner son poste de député là. Il va laisser sa suppléante prendre sa place. Sa suppléante, c'est une dame. Elle s'appelle Dibi Afo-Thérèse. C'est elle qui va siéger à l'Assemblée nationale à sa place. Thiam a souligné que ce genre de situation s'est déjà produit lors des élections de 2011. Il a justifié son choix par le respect strict des textes encadrant le statut de la chefferie coutumière. Selon ces dispositions, un chef traditionnel ne peut exercer un mandat électif une fois proclamé élu. Une incompatibilité qui entraîne automatiquement l'entrée en fonction du suppléant inscrit sur la même liste. Ils disent qu'il y a une loi qui dit que quand tu es chef traditionnel ou même chef, tu as le statut dans le livre des chefs, dans les lois, le livre des chefs coutumiers en Côte d'Ivoire là. On dit quand tu vas et que tu es élu à un poste, tu ne peux pas être chef traditionnel encore. Soit tu es chef traditionnel ou même tu es député. Donc tu dois faire un choix. Donc c'est au nom de ce statut de la chefferie coutumière qu'il a décidé donc que lui va rester chef traditionnel et comme ça, il va laisser Madame Dibi Afo-Thérèse supplier à l'Assemblée nationale à sa place. Donc voilà ce qui se passe. Sujet numéro 5. Jean-François Kouassi, détenu pour ses accusations formulées. Ici, c'est que les gens doivent comprendre. C'est vrai que le français n'est pas notre langue maternelle, mais il faut faire l'effort d'apprendre et de savoir utiliser les mots que l'on voudrait utiliser. Dénoncer quelque chose est différent d'une accusation. Une dénonciation est différente d'une accusation. Quand tu accuses, tu indiques des noms ou bien des entités morales ou bien des entités personnelles. Mais quand tu dénonces quelque chose, tu restes dans l'aspect global pour attirer l'attention. Et donc la différence entre l'accusation et la dénonciation, c'est que dans une grande partie, l'accusateur pointe du doigt quelqu'un ou quelque chose. Mais celui qui dénonce peut être dans l'ordre de ce qui est global, de ce qui est général. Et n'indique pas forcément des personnes ou des entités. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'individu là, lui, il était dans les accusations formulées. Il a accusé comme s'il avait des preuves en main. Les propos tenus par Jean-François Kouassi, dit GFK, s'inscrivent dans un registre accusatoire visant explicitement les institutions et des responsables publics qu'il met en cause sur la base d'allégations présentées comme des certitudes. L'individu ici parlait pour accuser des institutions, à savoir le ministère de la fonction publique, à savoir Mme Anne Ouloto-Désiré, à savoir les directeurs et ceux qui sont en charge de concours. Il accusait publiquement ces personnes. Il les a mis en cause en tenant des propos comme s'il avait des preuves en béton ou même une certitude en main. C'est à cela que nous avons assisté. D'un point de vue analytique, ce type de discours opère un glissement problématique entre l'opinion politique et imputation des faits susceptibles de qualification juridique. En théorie, de l'État, la liberté d'expression, bien que constitutionnellement garantie, n'est ni absolue ni détachée du principe de la responsabilité. Et donc, quel est le problème que cette situation pose ici? Ça pose un problème que la liberté de parler là, la liberté de s'exprimer là, en théorie, c'est une garantie constitutionnelle. Tout le monde peut se prononcer. Mais,
ça ne vous dépénalise pas, ça ne vous irresponsabilise pas des conséquences de vos propos. Ce n'est pas parce que la liberté d'expression est garantie qu'il faut accuser les gens. Mais ces gens-là aussi ont le droit de vous demander des preuves. Et cela ne vous dédouane pas de la responsabilité. Parce que le droit, la liberté d'expression n'est pas le libertinage expressif. Parce qu'il y a une grande différence. Accuser des institutions, accuser des personnes, accuser des structures de l'État et ne pas être capable de donner les preuves. Si l'État pardonne, c'est que l'État accepte et les personnes elles-mêmes acceptent qu'on puisse ternir leur réputation et leur image. Et comme ça, progressivement, les gens vont être déçus de l'État. Ce que ce monsieur-là fait là, de lui-même, quand vous vous asseyez, vous regardez là, depuis quand ce monsieur vit en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous pensez que ce monsieur-là, il a bu l'alcool ou il a fumé drogue, et puis il a pris cette décision-là comme ça, se déplacer de chez lui à la maison pour venir s'arrêter au plateau pour faire ça? Mais vous, de vous à moi, réfléchissez un peu. C'est un acte qui a été prémédité, c'est un acte qui a été provoqué, et derrière le monsieur, il y a des gens. Si vous le cuisinez bien, là, il va vous dire, est-ce que son comportement là est né de façon ex nihilo? Non. Ce sont les opposants là qui ont poussé ce monsieur là à agir ainsi. Peut-être le dira-t-il, peut-être ne le dira-t-il pas. Mais une chose est évidente. Il ne s'est pas levé de lui-même dans le vide pour agir de la sorte. Il a été convaincu en arrière-plan par je ne sais quelle force pour qu'il puisse adonner à ce jeu-là. Mais est-ce que vous ne voyez pas un peu la mère des opposants ivoiriens qui chaque fois poussent les enfants des autres, quand ils les mettent en danger, ils se cachent comme s'il n'y avait rien, ils passent à une autre personne. C'est comme ça qu'ils ont fait pour bouffer Ziggy. C'est comme ça qu'ils ont fait pour bouffer les jeunes qui ont brûlé le bus. C'est comme ça qu'ils font toujours pour bouffer les enfants des gens. Mais eux-mêmes, leurs enfants, ils ne mettent pas dedans. Comme lui, il était suffisamment idiot, il s'est donné pour rôle d'être l'acteur principal de cette scène-là. En tout cas, ce qu'il a commencé là, il faut qu'il puisse terminer. Le rôle qu'il a commencé là, il faudrait qu'il joue le bon et le mauvais côté. Là, quand il va sortir dedans, un jour, s'il s'en sort, il va comprendre que quand tu sers de marionnette à des politiciens irresponsables, tu ne seras que le seul à payer les conséquences. Eux-mêmes, ils ne mettent pas leurs enfants, ils ne mettent pas leurs parents. Toi, tu te lèves comme ça, tu viens dire des choses pour accuser les gens. Jean, toi, tu es trop fort, quoi. C'est aujourd'hui, toi, tu as constaté ça. Ça ne se faisait pas avant. Ça ne se faisait pas avant. Tu ne pouvais pas parler avant. Il n'y a pas un journaliste soi-disant qui est ex-député qui allait donner 2 millions au temps de Laurent Gbagbo pour qu'il n'a qu'à passer le concours de l'ENA. Est-ce qu'ils n'ont pas vadi son jeton? C'est aujourd'hui, toi, tu vois. Tu as pris le temps de te renseigner. Non, mais ils t'ont poussé, non? C'est dans ça que tu es maintenant. Donc, je vais vous expliquer ça en 3 phases. La première phase, la République juge des actes, non des personnes. Donc, ceux qui sont en train de jouer dans le flatus vocis, dans le vuvuzela, ils ont arrêté GF. Qui le connaît? Lui là, en tant qu'un garçon, il n'est même pas beau. Et puis quand lui-même tu le regardes là, il ressemble à la misère. Il est pauvre. Or, qui aime le pauvre? Personne. Et pourquoi il fait ça? C'est parce que lui-même il est pauvre intellectuellement et même peut-être financièrement qu'il fait ça. Parce que c'est des gens misérables pauvres qu'on peut manipuler. Donc quand tu prends ta misère morale, ta misère intellectuelle et ta misère financière pour devenir la marionnette des politiciens cachés dans l'ombre, des politiciens sans idée, mais tu vas jouer le rôle. Tu vas boire le calice jusqu'à la lie. Et donc là, ce n'est pas toi l'individu là qui ne représente rien là qu'on est en train de juger. C'est l'acte que tu as posé là qu'on est en train de juger. Et des comme toi là, tant qu'ils seront là, les prisons seront ouvertes pour elles. Donc ne te donne pas l'importance ou même ne lui donne pas une certaine importance. C'est là qu'il a, comme juge un braqueur là, on ne le juge pas parce qu'il s'appelle XY, on le juge parce qu'il a braqué. C'est l'acte de braquage là que la République juge, et non l'individu qui a posé l'acte. Donc,
Ne venez pas nous dire, il a été candidat, il est homme politique. Lui, la salle, elle est homme politique. Avec 263 voix, 263 voix. C'est ça là qui est homme politique, là. C'est ça là qui est homme politique, là. Homme politique, moi. Mes deux noirs, ouais. Homme politique de mon CU. Mais tout ça, c'est une manière pour les démons, pour les architectes de la malédiction, d'encourager les enfants des autres. Comme tu es homme politique public là, ils vont rien te faire, ils vont te libérer. C'est dans les yeux du régime de Ouattara, vous voyez. Si moi, j'étais là, dès qu'on t'a pris là, tes parents vont plus te voir. Vous m'entendez les babos là, toi là, tu pouvais faire ça. Et puis on allait te retrouver. Le lendemain matin, on allait retrouver ta bouée ouverte sur la route des choses qu'on appelle du banco. Mouche est remplie dedans en train de pondre des œufs. C'est le régime de Ouattara qui vous fait plaisir. C'est le régime de Ouattara qui s'amuse avec vous. Sinon là, des comme vous là, si le lendemain matin là, il y avait les mouches qui avaient pondu dans vos narines et dans vos beuves là, vous allez comprendre que dans le pays là, il faut se respecter. Mais chaque régime fait ce qu'il veut. Le régime de Ouattara a décidé que eux là, eux vont devenir souffle-douleur de n'importe qui. Eux vont devenir chasse-mouche de n'importe qui. C'est leur problème, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous, ça ne nous intéresse pas. De toute façon, il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Donc, chacun peut faire ce qu'il veut. Et ça là, c'est le résultat parfait de ce qu'il n'y a aucune justice en Côte d'Ivoire. Et donc, il a raison. Il a raison de faire ce qu'il est en train de faire. Parce que déjà, j'entends déjà des gens dire, on va demander pardon, on va le libérer. Mais on a toujours, le régime du président Ouattara nous a toujours habitués à ça. L'enjeu central ne réside donc pas dans la personne de l'auteur, mais dans la nature et la portée de ses déclarations. En imputant des pratiques illégales à une institution de la République, sans apporter d'éléments probants, le discours sort du champ de la critique politique légitime pour entrer dans celui de l'accusation publique. Dans un état de droit, cette distinction est fondamentale. La critique révèle des débats démocratiques, tandis que l'accusation engage la compétence de l'autorité judiciaire. Les gens vous blaguent, liberté de paix, ni liberté d'expression, ni liberté d'expression. Continuez. Et il n'y a plus de liberté en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème, c'est Ouattara qui vous donne liberté. Sinon, M. Émile Théo sait s'il y a liberté en Côte d'Ivoire. Guy Robert sait s'il y a liberté d'expression. Camara A sait s'il y a liberté d'expression. Yves Lamblin sait s'il y a liberté d'expression. Jean-Hélène sait s'il y a liberté d'expression ou pas. Et c'est vous des maudits comme ça qui venez vous arrêter. Des représentants du diable sur la terre. C'est vous qui vous cachez maintenant pour venir faire la morale aux autres. Vous, les incarnations de la malédiction sur la terre. Des incarnations du désespoir. Des schizophrènes. Des caricatures honteuses. Des psychopathes. C'est vous qui vous arrêtez des animaux incapables d'évolution. C'est vous qui vous arrêtez des gens qui souffrent de gonocoxie cérébrale. Liberté d'expression. Mais vous-même, vos enfants là, pourquoi vous ne leur dites pas de faire la même chose? Malédiction que vous êtes. Maintenant, comme il y aura toujours des enfants maudits dans toutes les familles, les enfants maudits qui vont s'adonner à ce jeu-là, liberté d'expression que tu veux là, faut savoir que dans la liberté d'expression, sur le champ politique, là, tu peux critiquer. Quand tu critiques, c'est que tout le monde voit là. Ça, c'est un droit. Dans le débat démocratique, là, tu peux critiquer comme de la manière, moi, je critique la justice. Mais est-ce que vous m'avez entendu dire, il y a tel juge, c'est lui qui libère les gens. Il y a telle personne, c'est lui qui fait ça. À partir du moment où tu rentres dans les spécificités, dans les détails, pour dire, ah non, l'auteur a fait ça, le directeur de concours a fait ça, a fait ça, telle institution a fait ça. Ah, ça, ce n'est plus débat démocratique. Ça, tu t'inscris sur le champ des accusations. Et quand tu accuses quelqu'un, faut savoir que tu t'es engagé sur le terrain judiciaire. Ça veut dire la personne aussi, ou même l'institution peut poser plainte contre toi. Et ça va se terminer devant des juges. Mais dans un débat démocratique, quand moi je dis qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire, et que je prends le temps de démontrer avec des éléments, et que tout le monde peut voir là, et je n'ai pas accusé quelqu'un. Combien de fois nous critiquons la justice ici?
Combien de fois nous critiquons des phénomènes? Est-ce que vous me voyez dire, il y a tel individu, c'est lui qui fait ça. Il y a tel individu, c'est lui qui fait ça. Parce que je n'ai pas les preuves contre l'individu. Mais les faits qui sont là, tout le monde voit. Est-ce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont fiers de leur justice? Non. Mais est-ce pour autant que je vais aller accuser le procureur? Est-ce pour autant que je vais accuser le ministre de, comment on appelle, de la justice? Est-ce pour autant que je vais accuser le président? J'ai dit, cherchons ensemble les éléments qui font que notre justice ne fonctionne pas. On pousse l'État dans un débat démocratique à le mettre en face de ses responsabilités pour dire voilà le fait qui est là, on ne comprend pas. Expliquez-nous pourquoi Ziggy n'est pas libre et puis Ousmane Chérif est libre. Pourquoi Lida Kwasi n'est pas libre et Bredoumi est libre? Pourquoi Amadou Ouremi est en prison et Blé Goudé est en liberté? Pourquoi Laurent Gbagbo est en liberté? Pourquoi comment on appelle, Akossi Benjo est en liberté? Mais la question, je l'ai posée à qui? À personne, puisque je suis resté dans l'impersonnel. Et est-ce que ce que je dis là, tout le monde ne voit pas ça? Est-ce que j'ai menti? Gbagbo, il est en liberté parce que le président Ouattara lui a donné de la grâce présidentielle. Mais cette grâce présidentielle là, est-ce que ça vaut le coup quand on regarde le comportement de Laurent Gbagbo? Quand on regarde que Laurent Gbagbo aujourd'hui dit que lui il est prêt à se battre, quelqu'un qui est prêt à se battre là, alors qu'il était dans l'illégalité, est-ce que ça vaut la peine de lui donner une grâce présidentielle? Ça, on appelle ça de la critique. Parce que ce que je dis là, tout le monde voit. Peut-être que tout le monde n'a pas le courage de le dire. Mais allez de là pour dire, si vous avez vu là, c'est tel juge qui est là, c'est lui qui fait ça là, pour faire ça. Et puis tu accuses des institutions de façon concrète et plate. Tu vas aller répondre. Moi, je ne sais pas, hein, puisque dans votre justice, là, un simple pardon peut suffire. Je ne sais pas comment ils vont traiter ton cas, hein, mais en tout cas, s'il y a des candidats, là, continuez à faire ce qu'il y a dedans, là. Les conséquences vont vous enseigner ce que c'est qu'une accusation et ce que c'est qu'un débat démocratique, où on peut faire des dénonciations. Une accusation publique est différente de la critique politique légitime. Si vous n'apprenez pas à faire ces distinctions-là, que vous vous lancez dans des choses où des gens vous utilisent par procuration pour venir parler à leur place, et après ils sont assis, ils vous regardent. La deuxième phase d'exploitation de ce sujet, le juge comme instance de preuve et de rationalisation. Ce que l'individu a dit là-haut, de la manière il a parlé là, il a les preuves. C'est les juges qui peuvent lui demander la preuve. Ni vous, ni moi ne pouvons demander qu'ils nous produisent la preuve. Dans cette perspective, toute mesure judiciaire éventuellement prise à l'encontre des GFK doit être interprétée comme une réponse aux propos tenus et à leur possible qualification pénale et non comme une sanction dirigée contre sa personne ou ses opinions. Et donc quand tu rentres dans le cadre des accusations, en ce moment donc là, les institutions ou les personnes engagées peuvent te appeler devant les juges. Quand ils t'appellent devant les juges là, ils cherchent à être populaires, non? Mais c'est comme ça maintenant que tu vas devenir populaire. Ils cherchent à être populaires, non? Prison de Ouattara, ça tue pas. Oh. Quand tu reçois, tu gagnes, non? C'est ce qu'ils voulaient essayer, non? Mais c'est très bien. Mais c'est là qu'il va se retrouver. Après avoir lancé des accusations, il va se retrouver devant un juge qui va statuer pour dire ce que tu as dit là. Voilà les condamnations pénales. Voilà où ça peut te conduire, où ça peut te mettre dans le pain. Et cela, ça n'a rien à voir avec sa personne. Et c'est pourquoi je vous ai dit, lui là même quand vous le regardez là, c'est quelqu'un même là, il est dans le bofo même. Quand tu le regardes même là, tu sens la pauvreté sur lui. La pauvreté matérielle, la pauvreté intellectuelle, la pauvreté dans tous les sens. De vous à moi, qui aimerait être comme lui là? De vous à moi, qui parmi vous aimerait être? Allez le regarder et puis dites, j'aimerais ressembler à lui là. Qui veut ressembler à lui là? Personne. Donc, que ce soit lui-même sa personne qui n'inspire aucunement de sentiments positifs, encore moins ses opinions, ce n'est ni ses opinions, ni sa personne qui seront sanctionnées. C'est l'acte d'accusation qui sera sanctionné. Et elle sera sanctionnée
en fonction des qualifications pénales qui existent dans nos livres de loi. La République ne juge pas des intentions, encore moins des identités politiques. Elle apprécie des actes objectivables, au premier rang desquels figure la parole publique lorsqu'elle produit des effets juridiques et sociaux. Quand tu prends la responsabilité de parler en public et que ce que tu dis là, ça va provoquer des effets et des effets qui sont condamnables dans nos livres de loi, ou bien ça va provoquer des effets au sein de la société, comme par exemple créer des troubles à l'ordre public, tu deviens automatiquement responsable de cela. Ce n'est pas de l'intention. L'intention là, elle est toujours formulée, mais on ne l'entend pas. Mais une fois que tu as verbalisé, tu as mis en verbe ce que tu penses, et tu as dit cela, et on peut le vérifier, et que ça rentre dans le domaine de la parole publique, et que les effets sont là, soit ça peut créer des troubles, ou bien ça peut amener du discrédit sur des institutions. Alors là, il ne faudrait pas dire que c'est un procès d'intention. Non, c'est un procès qui sera basé sur des actes concrets, des actes matériels. Et c'est à partir de cela qu'on va prendre pour te dire, ce que tu as dit là, voilà les conséquences que ça peut produire. Voilà ce que tu as dit là. Voilà. Par exemple, Gbagbo a été jugé pour un jus grave. Gbagbo, il a été jugé pour un jus grave. Ça veut dire, lui là, il insulte en bas des femmes avec sa bouche. Il a été jugé pour ça ici. Lui, sa bouche parle mal pour insulter en bas des femmes. Il a été jugé pour ça en Côte d'Ivoire. Si tu ne sais pas, on va te dire. Par ailleurs, le cadre judiciaire offre précisément à l'intéressé l'espace institutionnel adéquat pour étayer ses accusations. Maintenant, Dieu merci, comme nous ne sommes pas dans une dictature, l'individu qui a porté les accusations là, il aura l'occasion de se défendre avec des avocats de son choix pour démontrer avec clarté ce qu'il a dit. Et s'il a raison là, mais il va sortir libre et il pourra même poser plainte contre l'État. Le juge constitue l'instance de rationalisation du conflit, où la charge de la preuve remplace l'émotion et où le contradictoire supplante la dénonciation unilatérale. En face des juges là, ce n'est plus les émotions ou même les pardons, c'est les preuves. C'est les preuves qui vont ramener tout le monde à la raison et non les émotions. Ce qu'il avait dit, les accusations qui avaient été proférées, au-delà des émotions, c'est preuve contre preuve. Lui va donner ses preuves, les accusés vont donner leurs preuves. Et le juge va s'asseoir avec sa raison et avec les textes de loi pour que tout le monde soit bien départagé. Si les faits allégués sont établis, ils appelleront des suites conformes au droit. À défaut, la loi s'appliquera à l'auteur des imputations infondées, conformément au principe de légalité et d'égalité devant la justice. Si maintenant, ce que l'individu a dit, c'est prouvé qu'il a donné des preuves, et ce qu'il dit tient, mais il sera libéré, conformément au droit de la Côte d'Ivoire. Mais si dans le cas contraire, ce qu'il a dit, il n'arrive pas à donner les preuves, et maintenant les gens veulent nous matagraboliser avec les sentiments et les émotions, alors là, si on est dans un pays qui se respecte, je dis bien si on est dans un pays qui se respecte, oh, vous savez aujourd'hui la justice en Côte d'Ivoire, si on est dans un pays qui se respecte, la loi doit s'appliquer sur l'auteur des propos infondés. Et ça, parce que tous les citoyens doivent être égaux devant la loi, et tous les citoyens doivent être traités de façon légale devant la loi. Donc les principes de légalité et d'égalité devant la justice doivent être prouvés. Et la troisième phase de notre analyse, la normalité institutionnelle de l'état de droit ivoirien. Cette séquence illustre en définitive le fonctionnement ordinaire d'une république fondée sur l'état de droit. En Côte d'Ivoire, comme dans toutes les démocraties constitutionnelles, nul ne peut s'exonérer des conséquences juridiques de ses propos lorsqu'ils excèdent le cadre du débat public. Le débat public, c'est quand j'apporte quelque chose que tout le monde voit déjà. Qui peut me dire qu'il n'y a pas de corruption en Côte d'Ivoire? Même demain, on le répétera. Comme dans tous les pays du monde, il y a de la corruption. Mais de là à sortir du cadre du débat public pour rentrer dans le domaine des accusations, pour dire, il y a telle personne là, X, Y, voilà ce qu'elle a fait en termes de corruption.
je dois m'apprêter à avoir les preuves pour présenter. Parce que quand j'accuse X et Y personnes, ce n'est plus un débat qui est dans le cadre public. C'est un débat qui rentre dans l'ordre maintenant du judiciaire. Parce que j'ai accusé quelqu'un. La poursuite judiciaire, loin de constituer une anomalie ou une dérive autoritaire, participe au contraire à la normalité des institutions. Donc quand quelqu'un lui-même là, sa parole mais ses gestes, le conduisent à la justice ou met en face des institutions, ce n'est pas une dérive, ce n'est pas anormal, c'est ce qui est normal. Dans une république où les gens vivent, ceux qui outrepassent les lois doivent se retrouver devant les institutions. Et donc là, si d'aucuns veulent nous faire croire que quelqu'un a accusé et que celui qui a été accusé ne doit pas porter plainte ou bien rien ne doit se faire, c'est ce qu'on appelle une république d'anarchie. C'est ce qui est anormal, c'est ce qui est une anomalie, c'est ce qui est une dérive. Comme vous êtes au pouvoir, on peut vous accuser, vous ne devez rien faire. Mais autant de babos là, tu pouvais accuser quelqu'un si tu n'es pas mort le lendemain. Et c'est vous qui allez venir nous demander aujourd'hui, vous allez accuser des gens et on vous dit, bon, comme les lois sont là, on les connaît tous respectés, allons devant les institutions, vous allez crier, non, c'est une dérive autoritaire, non, c'est une anomalie. Donc quand vous tuez les gens, parce qu'ils avaient simplement parlé là, ça c'était pas une anomalie, ça ce n'était pas une dérive. Et c'est vous comme ça là qui allez venir parler des plantons du diable, c'est vous qui allez venir parler. On vous regarde dedans. Vous avez blagué l'enfant des gens là pour le mettre dans le problème là. C'est parce que c'est le régime de Ouattara. Sinon si c'était moi là, celui-là il allait mourir en prison. Celui-là, il allait mourir en prison pour donner leçon aux autres. Tant qu'un parmi vous ne meurt pas en prison là, et puis son cadavre là, on va enlever là, vous n'allez pas respecter le droit ivoirien. Mais comme vous avez trouvé un régime qui s'amuse avec vous, c'est pourquoi vous êtes dans connerie tous les jours. Mais Dieu va faire un jour, vous allez trouver quelqu'un devant vous là. C'est que vous aviez l'habitude de faire là, on va vous faire les mêmes choses. On va vous dire en désordre, là vous allez comprendre. Elle rappelle que la liberté s'exerce dans le droit et que la République se protège par les règles, non par l'arbitraire. Voilà des gens qui sont toujours là. Eux pensent que ce qu'eux pensent là, c'est ça qui est le droit. Eux pensent que eux là, quand Dieu les a créés, c'est eux. Dieu leur a donné plus de droits que tout le monde. Donc tout ce que eux font là, eux là, on ne doit même pas les questionner. Eux là ne doivent pas se remettre en cause. Mais les conneries que vous faites aux autres, vous leur demandez d'accepter ça. Des enfants de criminels, des enfants de fonctionnaires fictifs. Aujourd'hui, vous venez encore. C'est vous qui voulez vous moquer des autres. Tout ce que vous faites, il n'y a rien à dire. Et la République doit l'accepter. C'est le régime du président Ouattara qui l'accepte. C'est le régime du président Ouattara qui l'accepte. Sinon, des rejetons de l'apocalypse, des coquilles vides comme vous, des névrosés, c'est lui qui accepte de s'amuser avec vous. Peut-être que lui recherche un prix Nobel de la paix. Mais si vous aviez l'occasion d'être avec des gens comme nous là, on allait vous dire d'une manière que vous n'allez même pas imaginer. Comme lui a décidé de vous pardonner et de faire avec vous. Et vous avez trouvé le terrain fertile. Mais je prie Dieu pour qu'un jour vous rencontrez des garçons comme nous. C'est là que vous allez comprendre que vos conneries là, ça ne se passe pas avec tout le monde. Vous avez un misérable, un minable qui est là. Au lieu de chercher à se donner sens à sa vie, toi, il te laisse utiliser par les gens pour venir raconter n'importe quoi. Mais tu vas aller répondre. Comme ils sont gentils là, ils vont te laisser. Sinon là, si les gens voulaient te mettre dedans la salle là, tu vas plus jamais sortir. Donc nous passons à l'édito de Mère Blanc. Bonjour éclaireur pour vérité, bonjour à tous mes condisciples de la grande classe éclaireur pour vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre comme un vent maléfique. Dans notre pays, notre belle Côte d'Ivoire, nous nous inquiétons de l'ascendant qu'a la religion sur nos concitoyens. Et oui, nombreux sont ceux des nôtres qui se servent de la religion pour détricoter notre tissu socio-politique. Loin de nous une quelconque prise de position de pourfendeur des religions, en l'occurrence le christianisme. Cependant, il faut reconnaître que certains pseudo-hommes de Dieu ont tendance à interférer dangereusement dans la vie sociopolitique ivoirienne dont ils rêvent d'instrumentaliser les composantes. À ces croyants du dimanche, nous demandons de modérer leur élan. À notre avis, si rien n'est fait,
Ça craint et nous risquons un de ces quatre d'en payer le prix. Et la note risque d'être salée. Permettez-nous d'évoquer certains pans de la sombre histoire inhérente à la religion. Une religion manipulée, instrumentalisée par certains de nos concitoyens. Le cas de feu Robert Guéhi, par exemple. Robert Guéhi, pris de panique, se serait réfugié dans une de nos grandes églises quand il fut trahi par l'homme de Dieu présent ce jour-là. Son corps sera retrouvé criblé de balles dans les talus. Eli Pada, c'est le barbu mal coiffé qui fait des sorties au cours desquelles il prend position clairement contre le gouvernement et son chef. Eli serait aussi homme de Dieu. Au cours des 10 mandatures du prédécesseur de l'actuel chef de l'État, la Côte d'Ivoire était en réalité dirigée par un homme qui a eu le flair pour se faire des sous, de gros sous. Il s'agit du très sulfureux fondateur de l'église Shekinah Glory Ministries, Moïse Lusoko Koré. C'est lui qui a maintenu la tête de l'ex-chef de l'État sous l'eau en lui promettant de garder le fauteuil présidentiel pendant que la Côte d'Ivoire s'enlisait dans une violence indescriptible. Tous les hommes suscités sont censés être des intermédiaires entre le bon Dieu et le peuple. Mais sont-ils vraiment porteurs d'un message divin où le doute n'a pas sa place ou est-ce un message contrefait? Chères autorités, puisque toutes ces personnes sont devenues prophètes, pasteurs, pour la plupart dans un simple songe, après un repas bien arrosé, pourquoi ne pas s'intéresser au cheminement de ces personnes en imposant un parcours formatif comme il est de mise pour tout corps de métier? À notre avis, le secteur religieux requiert un réel intérêt à être passé au peigne fin. Sinon, le vent maléfique est en train de se propager et cela se voit. Merci et à bientôt. Merci infiniment, Mère Blanc. Merci à elle d'attirer nos attentions sur une réalité très triste de notre société où des gens font de la fraude spirituelle en utilisant, tellement ils n'ont plus peur du mal, en utilisant même le nom de Dieu en personne pour commettre de la fraude spirituelle. On ment au nom de Dieu. On tue au nom de Dieu. Il suffit de prendre l'exemple de Koré Moïse, qui sous le manteau d'un pasteur, qui était l'incarnation du Seigneur des armées, ont encouragé au désastre en Côte d'Ivoire. Alors que plus grand marchand d'armes que Moïse Koré, tu ne trouverais pas. Prenez l'exemple de tous ces pasteurs, aujourd'hui, qui soi-disant illuminés, ne font que des prophéties pour nous annoncer l'Apocalypse. Et rien ne se réalise. Mais les moutons n'arrivent pas à comprendre la réalité, parce que en réalité, c'est la haine qui anime ces personnes. C'est la haine qui conduit ces personnes. Et donc, il faut faire cette promotion de la haine en se cachant derrière une soutane. Il faut aussi rappeler que c'est l'Église catholique de Côte d'Ivoire qui, nous dit-on, aurait été à la base de la mort de Guéhi Robert, puisqu'ils l'ont livré. C'est la même Église catholique qui, nous dit-on, avait signé un deal entre Gbagbo et Bédié. C'est la même Église, encore,
si on prend dans nos sens, dit réveiller, ou même les églises d'éveil, qui à travers des individus des plus grotesques, nous promettent toujours que l'enfer va s'abattre sur la Côte d'Ivoire. Mais en réalité, parce que leur haine de voir d'autres personnes, ils ne peuvent pas la justifier autre qu'à travers le nom de Dieu. Mais si finalement c'est une guerre religieuse que vous recherchez, est-ce qu'au temps de Laurent Gbagbo, au temps de Félix Houphouët-Boigny, vous avez vu des musulmans agir de la sorte? Mais là où on perd le bon sens, on perd la raison et on s'animalise. Et l'aveuglement mental fait penser à ces personnes qu'elles sont en train de servir Dieu. Mais au fond d'elles-mêmes, elles savent qu'elles sont en train de servir leur propre haine, leur ego. Elles savent qu'elles sont en train de servir le démon du chagrin que j'appelle en gros Bouddha. Mais vous continuez à blaguer les gens. La guerre religieuse que vous cherchez, tôt ou tard, vous l'aurez. Si vous ne changez pas vos méthodes, tôt ou tard, vous l'aurez cette guerre. Et j'espère que vous aurez les couilles suffisamment solides pour résister. Parce que ceux qui sont en face de vous, que ce soit les musulmans, que ce soit les comiens, ils ne vont pas s'asseoir pour vous regarder. Ils vont se défendre. Et ils vont se défendre avec une dureté qui va dépasser tout ce que vous avez espéré. Si la vie n'est pas capable de vous donner des leçons, vous aviez le pouvoir d'État, vous aviez vos soi-disant pasteurs, il y avait même un qui s'appelait comment la même là, à l'époque de Gbagbo, toujours dans des prophéties des plus macabres. Si vous n'avez pas pris des leçons, tôt ou tard, les conséquences de vos actes vont vous enseigner les meilleures leçons. En tout cas, avertis qui le voudraient, et l'avenir nous dira de quoi il est question. Mesdames et messieurs, nous avons terminé. Et pour tous ceux qui souhaitent prendre la parole, nous sommes à la 41e minute. On va attendre jusqu'à la 43e minute, le temps de permettre à ceux qui sont encore indécis, mais qui souhaiteraient prendre la parole, de se décider et de se signaler. Comme on aime à le dire, le temps, il n'est pas extensible, le temps, il n'est pas illimité. Il faut tenir compte de nous, nos propres temps. Et donc, on ne peut pas constamment improviser. C'est seulement ceux et celles qui pourraient être dans le temps qu'on pourra prendre. Si vous n'êtes pas dans le temps, après, donc, nous ne pourrons vous prendre pour ne pas, nous-mêmes, ne pas respecter notre propre temps. Et donc, nous souhaitons que toutes les personnes qui voudraient prendre la parole, nous avons déjà 2 personnes qui se sont signalées. Et nous souhaitons que toutes celles qui voudraient s'exprimer puissent le faire le plus rapidement en se signalant. Et pour se signaler, c'est très facile. Si vous n'avez jamais communiqué avec nous, ce que vous avez à faire, vous partez sur votre propre Messenger. Là où vous faites les appels téléphoniques et vidéo sur Messenger de Facebook, vous partez là-bas et vous écrivez « Je souhaite prendre la parole ». Parce que si vous n'avez jamais communiqué avec nous, ça ne passera pas. Même si vous appelez 1001 fois, ça ne passera pas. Donc, la meilleure solution, vous écrivez « Je souhaite prendre la parole ». Et si vous écrivez ça, on va pouvoir voir et vous répondre. Comme ça, ça débloque la ligne entre nous. Et une fois que la ligne est débloquée, vous restez tranquille, on va vous rappeler. Et ceux qui ont déjà l'habitude, c'est la même procédure. Déjà que vous la connaissez, simplement dire « Je souhaite prendre la parole » et nous vous reviendrons. Je dis merci à tous ceux qui nous font confiance, à tous ceux qui nous suivent et à tous ceux qui propagent ou maintiennent ces émissions. Nous vous en sommes plus que reconnaissants. Nous avons atteint la 43e minute et donc nous n'aurons que 3 personnes, on ne prendra plus personne. Et donc nous allons commencer par Mère Aki et progresser de manière méthodique.
Allô? Oui, bonsoir mon professeur 5 étoiles, comment vous allez? Bonsoir, chère mère, comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Dieu merci, tout va très bien. Et la famille? Alhamdulillah. Ok, Dieu merci. Donc, on vous Bonsoir. Ok. Ok, donc bonsoir à tous les ETV, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. On va dire encore merci à Dieu pour la séance d'aujourd'hui. Excellente semaine, début de semaine à tous et vraiment que Dieu nous garde dans ses grâces et dans sa miséricorde. Professeur éclaireur, c'est juste pour faire un big up au RHDP et moi je trouve qu'ils doivent continuer ainsi. Voilà, parce que c'est quand tu veux que quelque chose marche, il faut de la rigueur, il faut de la discipline. Donc j'espère que le RHDP ne va pas se dédier pour qu'en 2030 encore, on y parte avec le bois. Et moi, je trouve aussi que si on ne fait pas gros cœur, on dit gros cœur, mais pas du riche chaud. Hein. Voilà, donc, professeur, je sais que tu comprends ce que je dis. Voilà, donc, si on fait gros cœur, qu'on laisse, quelqu'un d'autre va prendre. Quand tu laisses quelqu'un prendre, c'est comme ça la vie. Donc, vraiment, merci, professeur. Et merci à tous ceux, j'ai réécouté aujourd'hui encore notre TikTok d'hier, les questions-réponses, c'était vraiment dense. Merci à tous ceux qui ont été là, qui ont vraiment participé à cet exercice-là. Hier, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je conseille à ceux qui ont raté d'aller réécouter. C'est vraiment riche. Il y a beaucoup de richesses dedans. Donc, professeur, c'était ce que j'avais à dire aujourd'hui. Que Dieu nous protège, que Dieu te protège, que Dieu protège Papa Ado, ainsi que tous ceux qui l'entourent et tous nos vaillants soldats qui sont au front en train de préserver notre Côte d'Ivoire. Merci et Inch'Allah, à demain. Merci beaucoup, chère mère. Merci encore de cette belle prestation. Et puisse Dieu accepter toutes les prières et que Dieu nous protège et qu'il nous permette de vivre suffisamment longtemps dans la grâce et sous la bonté divine. Vraiment, merci à vous et on va vous souhaiter une excellente soirée. Merci, professeur. Merci. Merci beaucoup. Allô? Oui, bonsoir le conquérant. Oui, bonsoir, cher frère Kwara. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien chez vous. Dieu merci, tout va bien. Ah, d'accord. Ok. Vous avez la parole. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Je prends la parole avec un plaisir particulier. Il faut dire que la communication de ce soir s'inscrit toujours dans le cadre de la promotion du travail bien fait qui est en cours en Côte d'Ivoire en ce moment. Et à ce sujet, dans la commune d'Abobo, il y a un échangeur qui verra le jour pour très bientôt. Et c'est un échangeur d'envergure. Donc il était important pour nous d'en parler, pour faire comprendre à l'opinion publique qu'il y a quelque chose de très intéressant qui est en cours dans la commune. À la réalité, vous voyez, il y a un certain nombre de grands projets qui ont été lancés. Il y a le grand marché d'Abo qui est en cours de construction. Au-delà du grand marché, il y a plusieurs axes routiers qui sont en cours de bitumage. Et aussi, il y a le plus grand chute d'Afrique de l'Ouest qui est en construction dans la commune. Après les travaux du tunnel, il y a effectivement un très grand échangeur au rond-point de la gendarmerie d'Abobo qui verra le jour. Ce sera un pont d'une longueur de 221 mètres. Donc il faut dire que les travaux vont s'étendre sur 36 mois. 36 mois, c'est-à-dire 3 ans bien comptés. Donc les réunions ont déjà commencé pour le lancement des travaux et il reste très clair que dans les mois à venir, ces travaux vont être lancés pour le bonheur de la population. Donc c'est encore une manière pour nous
de dire aux uns et aux autres qu'il y a un grand travail qui est en cours. Le palais de justice qui était très attendu depuis pratiquement plusieurs années a effectivement ouvert ses portes il y a de cela quelques mois et il fonctionne très bien. Le métro qui va partir d'Anyama pour traverser à Bobo jusqu'à continuer à Port-Boué, les travaux sont en cours. Et il est tout à fait nécessaire pour nous d'informer l'opinion publique que les travaux de l'échangeur du rond-point de la gendarmerie d'Abobo sont imminents. Donc les travaux vont être lancés dans les semaines à venir pour le bonheur des populations. Donc voici ce que nous avons tenu à donner comme information aujourd'hui. Nous vous remercions beaucoup. Merci infiniment le concurrent. Merci encore pour cette bonne nouvelle. Et pour une commune comme Abobo, on ne pouvait demander mieux. Parce que là où des gens étaient en train de stigmatiser, de vilipender Abobo avec tous les noms d'oiseaux, aujourd'hui le président Alassane Ouattara montre qu'aucune commune n'est supérieure à une autre. Et nous ne pouvons être que très heureux de continuer que de tels développements puissent se réaliser partout en Côte d'Ivoire. Mais le cas d'Abobo est assez révélateur. Ça démontre que un dirigeant qui tient compte de la présence et de l'existence de tout le monde, c'est un dirigeant qui n'est pas dans la manipulation. Aujourd'hui, les mêmes échangeurs que vous avez à Cocody, au plateau, vous retrouvez ces mêmes échangeurs à Abobo. En termes de symboles, c'est assez grand. Aucun Ivoirien n'est supérieur à un autre. C'est les mêmes impôts que nous payons. Et nous devons tous être traités de la même manière. Et il y a aussi cette explication qu'on peut donner. Et c'est avec beaucoup de fierté et beaucoup de joie que nous assistons à de telles merveilles. Et c'est le peuple, les habitants d'Abobo qui doivent être les premiers à en tirer toute la gloire et tout le plaisir. De sentir qu'ils n'ont plus rien à envier à une quelconque commune ou bien à se sentir défavorisés. C'est ça le premier rôle d'un État. Comment inspirer l'espoir, comment inspirer la certitude dans le cœur et dans les esprits. Et vraiment merci à vous-même aussi qui êtes venus nous présenter cette information avec beaucoup de joie et avec beaucoup d'habileté. Vraiment merci à vous et on va vous souhaiter une excellente soirée. Je vous remercie beaucoup. Bonne émission à tout le monde. Merci beaucoup. Ouais, désolé, hein, je vous ai fait le coup de la mauvaise touche. Désolé. Il n'y a pas de problème. Comment allez-vous? Je vous en prie. Okay. Éclaireur, déjà merci de me prendre et puis aussi bonsoir à tous ceux qui sont présents. J'allais dire quoi, que de rebondissements avec quelques acteurs politiques selon ce que vous avez déroulé tout à l'heure. Et d'abord, nous avons un Yaya Meïté qui, à mon sens, est devenu trop gras à travers le RHDP, bien sûr, qui est devenu député, qui, de toute évidence, ne se voit pas en rétrograde, parce que je suppose que c'est parce qu'il est en rétrograde que, voilà, il fait abstrait de ce qu'on lui offre comme nouveau poste. Et il le refuse. Et ben voilà. Donc Yaya Meïté, pour m'adresser directement à lui, je dis comme ça que Yaya Meïté, tu as trop raison, quoi. Vraiment trop raison. Tu es devenu député. Et donc, tu ne vas pas te rabaisser quand même à ce poste où les gens qui t'ont vu en haut doivent désormais te voir en bas. Ça fait pas sens, non? Donc tu as trop raison, mon gars. Laisse tomber. Je crois que il faut même dire au diable cette nomination du RHDP pour là où ils viennent te mettre. Et voilà,
aussi, faut dire que le RHDP lui aussi déconne quand même, hein. Le RHDP vous aussi. On fait pas ça à son enfant, ou bien? J'aime beaucoup ce mot-là, hein, je l'aime beaucoup. Oui, j'aime ça beaucoup. En tout cas, nous, on va continuer à gâter notre nom, hein. Parce que Mais je vous... nous, on va continuer à faire ça à nos enfants, même si vous n'aimez pas. Un enfant devient toujours un enfant, c'est un don du Seigneur. Arrêtez un peu de nous faire ça. Aïe, aïe, mais c'est vous aussi. Ah, qu'est-ce qu'on a jamais vu? En tout cas, qu'est-ce qu'on a jamais vu? Qu'est-ce qu'on a jamais vu? Ensuite, Augustin Thiam, bon, en tout cas, que penser de celui-là? Bon, je sais pas trop. Ben, il faut laisser ça tel quel. Ben, Clara, la raison de mon appel, c'est que je suis, permettez quand même que je ramène un peu le sujet de la décharge d'Aquedo, dont j'ai regardé, je crois, la vidéo de Langage Vérité, qui expliquait comme ça que, bon, voilà, il a été interpellé, ils ont été interpellés, donc il a fait sa communication comme il le pouvait. Et ensuite, il y a eu réaction comment on appelle ça, des autorités concernées qui ont tout de suite, voilà, réglé le problème. Mais éclaireur, si je me penche là-dessus, c'est pour dire quand même que ça fait pitié. Ça fait pitié parce que on a vu ce qu'était Aquedo pendant je ne sais combien d'années. Et une fois que le problème est résolu et de façon aussi propre, comment peut-on avoir certains dirigeants qui, ça dit, tu vas jusqu'à te demander, mais est-ce que ils dirigent avec de la réflexion ou bien ils sont juste là comme, voilà, un tableau figé qui ne bouge pas? Parce que de là aller refaire renaître une décharge bis, juste à l'endroit même où c'était, à côté même de cette nouvelle structure, j'ai dit, mais il faut être, franchement, il faut être le plus incompétent possible, quoi, pour faire ce genre de choses. Parce que, encore, quand ils mettent là, ils disent, l'explication qu'ils viennent donner après, selon ce que j'ai écouté de la vidéo du monsieur, de Langage Vérité, c'est que ils ont permis à ces petites mains-là qui gagnent leur pain à travers le ramassage d'ordures, de venir faire les dépôts les décharges là, et puis après, eux, ils se chargent de recollecter ça et aller les transférer pour le traitement. J'ai dit, mais on peut pas réfléchir comme ça. Déjà, c'est en pleine ville, et puis de trouver un endroit pour que ces gens aillent décharger que ces petites mains aillent décharger les ordures collectées, ne peuvent pas se faire à ce même endroit-là d'Aquedo encore. Ils devraient à la limite encore avoir un endroit suffisamment aménagé, avec un bon ordre exigé des personnes qui vont le faire, pour le faire de sorte à ce que ça ne crée pas de désordre. Mais quand vous dites, ouais, que des gens peuvent comme ça, sans aucune restriction, bien sans aucun principe, je sais pas moi, venir déposer les ordures comme ça pour que vous les recollectez après, ça n'a pas de sens pour le travail que le président Alassane Ouattara est en train de faire. En fait, même, tu te demandes comment est-ce qu'ils réfléchissent. En fait, c'est là où je veux en venir. Déjà, moi, je pense que pour le ministère qu'on a, qui est assainissement, hydraulique et salubrité, il devrait déjà même nous sortir du système de
on pose les bennes dans les coins de rue et que tout le monde aille maintenant, tout le monde converge vers là pour aller déposer ses ordres. On devrait aujourd'hui avoir la collecte individuelle qui va se faire dans tous les quartiers. Eux, ils devraient venir nous collecter les ordures et non que nous, on se déplace avec nos ordures à certains points qui sont même pas, en plus, bien entretenus ou alors où les déchets sont ramassés à temps. Il y a toujours des débordements, des ruissellements d'eau puante et tout ça. Franchement, la Côte d'Ivoire, au niveau où elle est aujourd'hui, avec ses responsables que nous avons à la tête de certaines structures éclaireurs, ça fait honte. Et ce ministère-là ne devrait pas être à ce niveau-là. Encore quand on va en arrière, ça dit peut-être 30 ans en arrière du temps de Fouet-Boigny, on a eu ce système-là de ramassage d'ordures, des éboueurs qui passaient devant les maisons pour ramasser les ordures, pour collecter les ordures. Comment est-ce qu'on a pu rétrograder à ce point-là et depuis toutes ces années, on n'arrive pas à faire l'évolution, avoir d'évolution à ce niveau-là. En tout cas, c'est un cri de cœur, c'est un coup de gueule, c'est tout ce que vous voulez, mais il faut que ça change. Le temps est venu de systématiquement changer le ramassage de la collecte d'ordures par le moyen des boueurs. Si c'est une fois par semaine que chacun garde ses ordures chez lui et attend que les éboueurs y passent pour les sorties, qu'ils s'organisent à ce chose de cette manière-là. Mais sinon, à vouloir que nous déplacions avec nos ordures au point indiqué, ça ne marche pas et ça devrait être révolu. Merci, éclaireur. Merci infiniment, cher maire. Et malheureusement, on aurait pu épiloguer sur la question pendant des heures. Si on vous demande de faire le bilan même du ministère de l'assainissement et de l'hydraulique, c'est zéro. C'est un bilan catastrophique. Et donc, il n'y a même pas matière à spéculer là-dessus pendant très longtemps. Il y a des ministères qui ont carrément échoué dans tous les sens. Et le ministère de l'assainissement et de l'hydraulique en fait partie. Et aussi simple que cela. Et donc, tout ça, c'est totalement normal. Et par rapport à la décharge d'Akwedo, c'est une manière de salir. Sinon, à Cocody, cher maire, quel défi vous avez à relever à part collecter des impôts? Il y a quoi d'autre que vous devriez faire? L'État s'occupe pratiquement de tout. Ne pas être capable de collecter les ordures. Et jusqu'à même au point de dire aux gens, allez déverser là où on a déjà fait quelque chose. Pour faire de cela même une zone de privilège. Si c'est eux qui demandent aux gens d'aller déverser les ordures, mais c'est pour dire qu'on s'en fout du travail qui a été fait. Le message, il est bien compris. En réalité, là où réside la haine, on ne peut pas avoir des comportements et des pensées saines. Tout ça, derrière, c'est la haine du président Ouattara. C'est ce qu'il faut comprendre aussi simplement. Maintenant, ne pas l'admettre, c'est de la lâcheté ou même de l'incapacité. Sinon, comment comprendre que tu balayes ta maison et après tu viens remettre l'ordure au centre de la même maison pour dire comme j'ai déjà balayé là et comme je n'ai pas encore su où emmagasiner, donc je vais mettre ça au milieu. Mais pour eux, ça tient parce que en réalité, c'est une manière de cacher leur honte et puis, pardon, leur haine, je voulais dire. Et donc, cher mère, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais tout ça, moi je le dis, c'est lié au manque de justice en Côte d'Ivoire. Parce que quand on ne met pas les esprits dans un moule pour montrer à chacun des limites, mais chacun fait n'importe quoi. Parce que là où il n'y a pas de règles, c'est le désordre qui devient la règle. Et c'est ce désordre-là qui est en train de gouverner notre pays. Chacun fait ce qu'il veut, même quand la raison n'est pas suffisante, même quand la raison ne tient pas. Mais parce qu'on s'est amusé avec la justice, donc ayons le courage d'accepter les conséquences. C'est aussi simple que cela. Tout ce qui arrive aujourd'hui en Côte d'Ivoire serait évitable si nous pratiquions la justice. Mais comme on a décidé de faire de l'improvisation notre seconde nature, c'est totalement normal, chacun fait ce qu'il veut. Et il ne faudrait pas qu'on soit étonné ou encore choqué. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. Et merci de ces observations. Mais rien ne changera tant que la loi ne s'appliquera pas dans sa rigueur contre les uns les autres, rien ne changera. Ça aussi, il faudrait qu'on puisse le dire. Voilà ce que je pouvais ajouter. Ben, merci, éclaireur. Effectivement, ce ministère, c'est bilan pratiquement zéro, quoi. Même l'hydraulique, c'est le président qui le fait. Sinon, lui-même, là, il n'a rien foutu.
Pourtant, ils reçoivent des budgets, hein. Je vous assure. Ah, waouh. À ce point-là? Ah non. Merci et bonne suite émission. Merci. Voilà, je sais Merci, pas, mais... beaucoup, cher. Mais dans nos habitudes, c'est la dernière personne qui fait la conclusion. Mais il y a Mère Nina qui nous a laissé un message. Est-ce que vous souhaitez rester ou même vous souhaitez faire la conclusion avant de descendre? Ben, je vais suivre Mère Nina et puis voilà. Et Faire en la même temps, conclusion. bah, Ok. oui. Donc, je vais faire jouer son audio et dès qu'elle aura fini, vous allez faire la conclusion. D'accord, merci Claire, je suis là. Ok. Bonjour mon éclaireur pour vérité. Merci, notre professeur, de nous enseigner tous les jours, de nous donner la force de pouvoir toujours nous exprimer. Vraiment, je tenais à faire ce vocal pour vous dire merci beaucoup. En tout cas, hier, je voulais parler, mais c'est parce que mon téléphone, là, ça déconne, ça chauffe comme ça. Quand ça chauffe comme cela, là, puis ça saute. Donc, c'est ce qui me fatiguait hier, là. En tout cas, je vais faire ce vocal pour vous dire merci beaucoup. La question qui avait été posée hier, pour dire que qu'est-ce que nous attendons du nouveau gouvernement. Ce que moi, je voulais dire, c'est de dire à papa que le nouveau gouvernement là, en tout cas, ils n'ont qu'à prendre tous les secteurs au sérieux. Ils n'ont qu'à mettre la rigueur dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Voilà. Pour l'électricité et l'eau que papa a dit, il va faire dans tout Côte d'Ivoire là. En tout cas, ça seulement, je sais qu'il a déjà fait. Il a déjà fait. Maintenant, c'est les personnes qui sont au devant là, les personnes qui vont mettre pour qu'ils n'ont qu'à suivre le travail là. C'est ces personnes-là compris. Ils n'ont qu'à prendre le travail au sérieux. Ils n'ont qu'à prendre le travail que papa veut faire là au sérieux. Parce qu'aujourd'hui, papa seul ne peut pas prendre ses deux pieds pour aller faire l'eau, pour aller faire le courant, pour aller faire ceci, pour aller faire cela. Donc, il met des personnes devant pour faire le travail. Nous-mêmes, on est petit, on est ici là. Nous, on travaille pour des gens. On travaille pour des gens. Les personnes ne sont pas là avec nous. Mais il faut que nous, on fait le travail propre pour que quand le patron voit, il est content. En tout cas, c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. Ce que je voulais ajouter, monsieur l'éclaireur, en tout cas, au pays ici, là, il y a beaucoup de choses qui sont tellement intéressantes que vraiment je vais partager avec vous. Je vais commencer. Aujourd'hui, là, vous voyez, une personne peut s'asseoir à la maison et puis commander ce qu'il veut. Et puis ça vient à lui. Tout ça là, c'est quoi? Tout ça là, c'est parce qu'il y a la paix et puis il y a la tranquillité. Ou bien, voilà. Et puis il y a des personnes aussi qui ont pensé, qui ont décidé de mettre ce genre de trucs en place pour que ça puisse marcher. Vous voyez? Donc, vraiment, c'est pour vous dire que tellement qu'on est à l'aise, tellement on est en paix, chaque personne a le temps de créer. Je vous dis aujourd'hui, nous les gourmets là, nous qui empruntons le bus là, pour aller dans nos gris-graries là, par moment, il faut payer le ticket dans le bus. En tout cas, ils ont trouvé une solution où il y a les cartes. Avant, il n'y avait que les cartes des étudiants et puis les cartes des travailleurs. Mais aujourd'hui, il y a des cartes qu'on appelle liberté. N'importe qui peut s'en approprier. Tu comprends? C'est dit quoi? La carte de liberté là, ça coûte pas cher, ça coûte que 1000 francs. Les 1000 francs là, une fois que tu as acheté ta carte là, à toi de recharger au prix que toi tu veux. Voilà, si tu veux mettre 500 dedans, tu mets 500 dedans. Si tu veux mettre 5000 dedans, tu mets 5000 dedans, ça dépend de toi. Mais mon éclaireur, ce que je vais t'expliquer, puis c'est intéressant, c'est que quoi? Avant, quand l'argent finit dans ta carte là, il faut te rendre au dépôt pour te recharger. Mais maintenant là, tu es couché dans ta chambre, tu peux recharger ta carte à partir de tes comptes. À partir de tes comptes mobile money, tu peux recharger ta carte. Tu te déplaces plus. C'est pas intéressant ça. C'est parce qu'il y a la paix là, il y a la tranquillité. Et si les personnes qui sont au devant de ça, ils mettent du sérieux dedans, c'est pourquoi ils ont pu faire tout ça là pour nous mettre à l'aise. Maintenant, ce que je veux ajouter, c'est concernant la CIU, par rapport aux cartes prépayées. Aux cartes prépayées là, ils n'ont qu'à trouver une solution à ça. La solution qu'ils ont trouvée, on peut se recharger. On peut se recharger à partir de notre téléphone. Mais il faut te déplacer pour aller dans la niche pour pouvoir valider ton recharge.
je pense qu'ils n'ont qu'à trouver une solution à ça pour qu'on puisse valider à distance. Voilà, comme façon, comme on appelle, la Sotra a fait là. Façon, la Sotra a fait sa carte là. C'est comme ça que je veux que la CUE fasse. C'est-à-dire que à la Sotra, une fois que tu as choisi ton mode de paiement, tu as validé là, directement, ça est dans ton téléphone. Tu peux suivre ta consommation. C'est-à-dire que si tu es monté dans le bus et que tu as utilisé là, tu sais combien il te reste à consommer. Moi, je pense que soit la CIE n'a qu'à trouver une solution par rapport à ça. Si c'est une carte, ils n'ont qu'à faire les cartes. Pour qu'à partir de ces cartes-là, on puisse les recharger directement à partir de notre téléphone pour que ça puisse valider. Ils n'ont qu'à trouver une solution à ça, parce que comme ça, on ne va pas se déplacer pour aller dans la niche. Parce que dans la niche, c'est dangereux. Hein. C'est dangereux. Beaucoup ne connaissent pas comment il faut mettre les numéros. Beaucoup ne connaissent pas. Vous voyez, quand c'est les cartes là qui sont beaucoup dans les villages aussi. Je suis même allé au village là-bas, c'est le 4 prépayé là qui est là-bas. S'il n'y a pas quelqu'un pour aller faire rentrer les numéros dans la niche, c'est-à-dire que la maman qui est au village, elle ne va pas avoir de courant. Elle ne va pas avoir de courant. C'est-à-dire que s'il n'y a pas quelqu'un pour aller faire rentrer les numéros dans la niche, même si tu as rechargé à distance, c'est-à-dire qu'étant à Abidjan ici, tu as le numéro de la niche, le numéro du compteur, tu peux recharger ici, mais tu ne peux pas te déplacer, aller mettre les numéros dans la niche. Si la maman ne sait pas le faire, elle va rester dans le noir. S'il n'y a pas quelqu'un aussi autour d'elle, elle va rester dans le noir. Donc, de toute façon, on peut recharger à distance. Ils n'ont qu'à faire de sorte que ça puisse valider à distance. Voilà, donc c'était mon message que je voulais partager et vous dire que vraiment, je suis content de la Sotra pour le travail qu'ils font. Je suis content. En tout cas, vraiment, je dis merci à notre papa. Que tous ceux qui vont prendre, tous ceux qui seront nommés, ils n'ont qu'à prendre leur travail au sérieux. Ils n'ont qu'à prendre ça même. Pour que ça ne soit pas bafoué. Pour que ça ne soit pas, comment on appelle la même, saboté. Voilà, ça ne soit pas saboté. Pour que le travail soit propre. Comme ça, quand papa va s'asseoir comme cela, il sait qu'il a mis des lieutenants pour faire son travail. Voilà. Merci mon éclaireur. Portez-vous bien. Je salue les Mao, les Chao, tous nos mamans, tous nos papas, tous ceux qui sont toujours dans la vision de notre papa. Vraiment, soyez bénis. Prions toujours pour notre papa, pour qu'il puisse toujours porter ce pays-là en haut, comme il se doit. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Bisous à tout le monde. Et puis on est ensemble. Merci infiniment à maman Nina Kwadjo, qui est une de nos vaillantes combattantes depuis Yopougon, et qui chaque fois nous apporte de très bonnes nouvelles, et qui nous donne aussi les nouvelles du terrain. Et aujourd'hui, c'est un ensemble de bonnes nouvelles qu'elle nous donne. D'abord du côté de la Sotra, où on facilite la vie aux uns aux autres, et ça on ne peut pas demander mieux. Parce que avec la digitalisation, aujourd'hui, la vie ne devient que plus facile. Et c'est vraiment intéressant. Quand nous, à des milliers de kilomètres, on entend les parents dire aujourd'hui, vraiment les choses sont en train de s'améliorer. Nous, ça nous fait beaucoup plaisir. Et c'est dans cette même condition-là que nous souhaitons que vous soyez. Que Dieu facilite davantage la vie dans tous les domaines pour les uns et les autres. Et la digitalisation aussi est importante parce que ça permet de retracer les fonds qui sont donnés et les transactions, de sorte que ça diminue les détournements de fonds. Et donc tout ça, c'est vraiment très important. Et en ce qui concerne la CIE, je crois que s'il y a les compteurs à carte aujourd'hui, ça veut dire déjà que la digitalisation est déjà là et tous les compteurs sont enregistrés. Mais à partir du moment où un individu paye avec une méthode de paiement et est capable de mettre son numéro de compte, je crois que ça devrait automatiquement passer comme on voit avec les téléphones. Et tel que la maman évoque, moi j'aurais pu prendre la situation et la renverser de cette façon suivante. Par exemple, j'ai un voyage imprévu et je pars pour le voyage, je laisse ma petite famille et plus tard, quelques heures après, on m'appelle pour me dire que le courant est coupé. Comme dans la précipitation, j'ai quitté. Qu'est-ce que je fais? Je mets quelque chose, j'ai quelque chose sur mon compte, je paye le courant. Normalement, j'ai les renseignements sur moi. Une fois que je mets, automatiquement,
sur la base de ce que j'ai payé, le compteur doit être réactivé directement. Peut-être que c'est pour des sécurités ou autres, mais il faut réétudier et réaménager, mais surtout rendre cela plus efficace pour que quand quelqu'un paye, et effectivement, ce que la maman Nina dit est vrai, au village où, par exemple, la maman ne sait ni lire ou même écrire, on ne va pas attendre que quelqu'un qui sait lire et écrire vienne, mais on me dira, mais on va trouver quelqu'un. Mais tout ça, c'est long. Parce que chacun a droit à sa vie privée. Quelqu'un va venir, il va venir mettre les numéros là une fois, deux fois. Il va prendre le plan de ton compteur et puis un jour, il va venir enlever ton compteur. Alors que si les choses passaient naturellement, comme de la manière ça se fait avec les téléphones, quand tu payes ta recharge direct, et parce que tout est déjà enregistré et tout est déjà numérisé, je ne vois pas pourquoi encore il faut mettre une étape supplémentaire pour essayer d'aller toucher le compteur, de mettre des trucs. Je ne vois pas très bien l'utilité. Et donc, à ce niveau-là, essayez d'améliorer votre service. Ce serait encore beaucoup plus intéressant. Et donc, Mère Aki, c'est là que nous allons nous arrêter. Je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter là-dessus. Et après, vous pourriez donc faire la conclusion. Est-ce que Mère Aki est là? Ah oui, de dire que, enfin, j'ai envie de dire que j'aime toujours ces interventions de mère. Ah, allô, je suis là, vous m'entendez? Ok, Allô? on vous entend, on vous entend. Allô? Allô? Ben, c'est pourtant... Allô, donc je disais, j'ai toujours aimé les interventions de mère Nina et il y a tellement de... Ça dit que c'est toujours pertinent et c'est d'une telle utilité que franchement, elle devrait le faire encore plus souvent parce que sa suggestion là même d'électricité à recharger à partir de façon électronique, digitale et autres, je pense que ce serait une très très bonne chose et espérons que ce soit très vite perçu des services concernés. Sinon, que de dire encore merci à chacun, merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui et que chaque Ivoirien puisse vraiment entretenir la paix déjà dans son cœur et le faire aussi pour tous. Franchement, que Dieu nous aide, qu'il nous accompagne et surtout qu'il libère les cœurs qui sont tellement noués, qu'il les libère et de sorte à ce que tous les Ivoiriens puissent vraiment communier dans le même sens. D'ici là, comme on le dit, demain est un autre jour et Dieu nous accorde encore de meilleurs jours, autant qu'il nous a fait celui du jour. En tout cas, merci et bonne soirée à vous. Merci infiniment, Maman Aki. Merci encore de votre belle présence. Merci encore des belles thématiques développées aujourd'hui. Demain sera un autre jour. Que Dieu nous permette de rester en vie, en bonne santé et qu'il nous couvre de ses grâces. Merci à vous et bien des choses à toute la famille du côté de Londres. Merci à vous. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup.